Arnaud Cohen, bonjour. Bonjour. Merci de m'accorder cette interview. C'est un plaisir. On est le premier jour de la Paris Manga. Ça va ? T'es chaud patate ? Chaud patate. Je me remets d'un bouclage du tome 2. Wow. Du coup, on essaie de se reposer un peu, mais là, un peu en déplacement pour les dédicaces tous les week-ends. Wow. Donc t'es un petit peu au bout de ta vie là. Un peu, mais quand même avec un peu de repos, quoi. Ouais. Et puis de toute façon, t'es toujours content de retrouver les fans. Bien sûr. Ouais, là, c'est un peu plus calme parce que du coup le tome 1 est sorti depuis maintenant plus d'1 an. Il est sorti en mai 2024. Oui. Donc là on attend surtout le tome 2, quoi. Le tome 2, on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Alors pour ceux qui te connaîtraient pas, évidemment, voilà, je parle Radiante. Maintenant, Radiante égale Sifandir Chronicles. C'est ça. Exactement, parce que tu es arrivé dans l'aventure un peu au hasard. Est-ce que tu veux, parce qu'on a dû te le dire, on te demandait 15 fois, mais est-ce que tu peux... Ou un peu plus. Mais raconter un petit peu comment tu as fait cette rencontre avec Tony Valente et aussi comment tu es venu au manga, nous parler un petit peu de toi en quelques minutes. Je veux commencer en fait depuis le début. Moi, je dessine depuis que je suis tout petit. Depuis que tu tiens un crayon. Ouais, depuis que je suis sorti du ventre de ma mère. Et au moins. Attention, faut pas piquer maman. Du coup, oui, c'est depuis la maternelle où vraiment je dessine. De manière, c'est comme oui, si ta mère voulait avoir la pelle, te mettait un crayon et c'est un peu ça. Enfin, j'avais même pas vraiment besoin d'avoir la pelle. J'étais très calme et trop sympa. Je prenais le crayon en fait de moi-même et je faisais ça vraiment tout le temps. Ça a poursuivi en fait jusqu'à la primaire où je savais déjà en fait que ça allait être mon métier. Je savais déjà que j'allais devenir. Tu voulais dessiner d'une façon ou d'une autre. Je savais pas exactement quoi. Peut-être dans la BD, dans l'illustration et tout. Enfin, en primaire, je n'avais pas encore conscience de tout ça, mais quand j'avais lu le tome 25, vraiment très particulier de Naruto, c'est là où je me suis dit, ouais, non, c'est bon. Ça a fait un déclic. Je sais que ce que je veux faire de ma vie, c'est dessiner un manga, des mangas et faire une grosse série comme Naruto. Du coup, après, j'ai fait des études d'art parce que je savais que les études générales n'allait pas vraiment me permettre d'avoir une pratique assez régulière. Et puis, même si on n'a pas vraiment besoin de diplôme pour faire ce métier, je me disais que c'est quand même pas mal d'avoir une bonne formation. Une bonne formation. Là, il y en a. Je me suis pas dirigé vers les écoles d'art, mais plutôt pas les écoles d'art, écoles de manga, mais dans les écoles d'art pour avoir un diplôme plus ou moins reconnu par l'État. Et peut-être un domaine plus large aussi d'expertise. C'est ça, enfin, histoire d'avoir une sorte d'assurance, quoi, en quelque sorte. Et parce que lorsque moi je commençais à construire mon style graphique, le manga en France il fonctionnait pas encore super bien. Il y avait quelques titres mais c'était pas encore comme aujourd'hui où là maintenant c'est un peu plus intégré dans le paysage culturel. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup j'ai fait des études d'art au lycée, ensuite dans les études supérieures à Angoulême. Et puis après ça, du coup, j'ai pas vraiment rencontré Tony Valente, mais il y a eu un déclic où je suis resté en contact avec Tony Valente durant le Festival de la BD de 2020. Parce que je te coupe un petit peu, mais de ce que je sais Oui, de toute façon, tout ce qui est Angoulême, c'est le centre névralgique de tout ce qui est la BD. C'est ça, ouais. Donc forcément, tu l'aurais croisé d'une façon ou l'autre. Je l'avais déjà vu avant. Dans des séances de dédicaces, notamment à la Japan Expo, aussi dans des librairies, plus sur Paris, dans la région parisienne. Et en fait, moi, j'avais cette habitude de ramener tout le temps un dessin. Ça avait commencé pour le féliciter, de la sortie de... non, pas la sortie, de l'annonce
De l'animé Radiant. Ah oui, ça c'était un grand événement. C'est ça, genre depuis du coup 2018 il me semble. Et depuis en fait je venais à ces séances de dédicace parce que j'avais commencé à suivre la série à ce moment-là avec un dessin que je lui offrais et en fin de compte genre vraiment il avait reconnu mon style au bout de la 3e fois. Et il aimait vraiment bien comment je dessinais ces personnages et m'a proposé en fait qu'on reste en contact. On a discuté pendant plus ou moins 1 an sur les réseaux sociaux et puis jusqu'au moment où il me propose de travailler sur un spin-off de l'univers de Radiant sur le thème de Sifandir. Et j'ai dit je suis plutôt intéressé quoi. Le rêve éveillé. Et du coup ouais depuis ça c'était en 2021. Juste après le Covid. C'est ça, et c'était sur ma dernière année d'études d'art du coup à Angoulême. Et oui du coup 2022 Japan Expo, Sifandir Chronicle est annoncé avec un autre spin-off qu'il écrit et dessine, Fabula Fantasia. Et 2023 j'ai commencé à travailler sur les premières planches de Sifandir Chronicle tome 1 et 31 mai 2024 Sifandir Chronicle tome 1 est sorti. Waouh. Quel aboutissement. Ouais, j'ai encore du mal en fait à réaliser en fait tout ce qui se passe, mais réaliser. Si quand même, mais à croire en fait que vraiment je suis arrivé jusque là, mais là j'essaie de faire en sorte de comment dire honorer en fait la confiance de tout à fait. Mais alors justement entre la théorie, c'est-à-dire c'est le rêve et tout, et puis finalement le travail que ça engendre, t'as réussi à tenir le coup parce que ça devait être un boulot monstrueux en fait. En fait avant ça je faisais déjà plus ou moins des planches. Pendant mes grandes vacances, je pense que quasiment toutes les grandes vacances du lycée, je faisais toujours plus ou moins quelques planches. Des fois c'était pour des concours, très souvent c'était pour des concours. Et vraiment c'était un objectif où je me disais bon, là j'ai les vacances, il faut que je fasse une 20aine de pages. Du coup, je me suis vraiment habitué au rythme, qui était un peu plus tranquille que celui que je vis en ce moment avec les dédicaces, avec les planches à faire, les deadlines et compagnie. Oui, c'est ça, la deadline surtout. Ouais. C'est ça, mais il y avait déjà un début où j'arrivais à avoir une idée de qu'est-ce que c'est que faire un manga, qu'est-ce que c'est de faire des planches, qu'est-ce que c'est. Tu te sentais peut-être un petit peu préparé quand même. Oui, j'étais déjà quand même pas mal. Voilà, c'était pas au taquet, mais... C'est ça. J'avais déjà fait plus ou moins 3 one-shots, 3 nouvelles, 3 petites histoires. Ah oui, t'avais quand même 3 one-shots derrière toi. C'est ça. Du coup, j'avais déjà une petite soixantaine de pages déjà de réaliser. Oui. Et là, du coup, vraiment, là, pour le premier manga, Sifandir Chronicle, là, j'avais déjà petite expérience, et c'est un peu ça aussi qui a valu la confiance de Tony Valente quoi, genre il avait déjà vu il avait vu mes planches avant, il était satisfait en fait genre du niveau que j'avais à mon âge et compagnie, et puis voilà quoi. Banco. C'est ça. c'est ça. On est dans quelle temporalité par rapport à Radiant dans Sifandir Chronicles? Donc c'est vraiment en parallèle de ce qui se passe dans les volumes qui sortent actuellement. Du coup là on est au tome 19, bientôt 20. Et c'est vraiment en parallèle juste après les événements du tome 10. D'accord, après les événements du tome 10. C'est ça. D'accord. C'est ça, juste après du coup la grande guerre qui a chamboulé un peu Sifandir et Caslan Merlin. Oui, c'est ça, il l'évoque assez souvent au cours du tome 1, ces guerres-là. C'est ça, parce que vraiment, on se retrouve dans un environnement qui est en train de se remettre d'une guerre, du coup, un après-guerre, et qui est en train de, rencontrer de nouveaux problèmes, essayer de gérer, faire en sorte de joindre les deux bouts. Et il y a le personnage principal, Akil, qui se retrouve en plein milieu. Bon, là, j'ai pas fait le... Alors, il faut qu'on remette en perspective pour ceux qui ne connaîtraient pas Sifandir Chronicles. C'est, dis-moi si je me trompe, mais c'est, un endroit qui a été très préservé du monde grâce à une forêt
qui est un peu hors du temps. Elle perd les gens se perdent dedans et on ne sait jamais quand on en ressort. Et ça peut être un siècle après, 15 jours après. Et c'est ce qui est arrivé à Achille et sa petite sœur, entre autres. C'est ça, oui. La particularité de la cité la capitale de Sifandir, c'est qu'elle est entourée d'une forêt magique, oui, où les personnes se perdent dans le temps et ne savent jamais quand est-ce qu'ils vont ressortir. Ils peuvent faire juste l'expérience de 20 minutes et 200 ans s'est déroulé lorsqu'ils y ressortent. Et oui, le personnage principal y était avec sa petite sœur qui s'appelle Tan. Et il y a un accident quelque chose s'est passé. Ils ont été séparés. Il est sorti avant sa petite sœur. Et aujourd'hui, il attend Il la cherche. Il la cherche, il attend qu'elle ressorte. C'est ça. Oui, c'est vraiment sa principale motivation, même au-delà, puisque c'est un petit peu le rêve de tous les jeunes de ce pays-là, c'est d'être, je les appelle apprentis chevaliers, apprentis dragonniers, parce qu'ils montent des dragons pour protéger, c'est une armada volante pour protéger Sifandir. Et donc on est après-guerre, et puis on peut parler aussi d'une baisse de mana, une baisse de fantasia, de magie. Du coup, le personnage c'est pas son rêve du tout. Oui, c'est pas son rêve du tout, on est d'accord. Ouais, ce qui lui importe, c'est de retrouver sa petite sœur Tan. Et il est vraiment, pacifique. Vraiment, il déteste la violence. Il a été élevé d'une manière, il a été élevé, il a une éducation qui lui a fait prendre conscience que oui, la violence c'est pas vraiment quelque chose, c'est vraiment pas un truc qu'il est censé exercer en quelque sorte. Donc vraiment le fait d'être enrôlé d'office dans le cursus des chevaliers sorciers, des apprentis chevaliers sorciers, ça l'enchante pas du tout, mais il est un peu contraint de le faire pour être aux premières loges si sa petite sœur sort de la forêt. C'est ça. Et puis il se retrouve aussi. Alors on dit que c'est une infection, mais c'est aussi une sorte de pouvoir, et il sait pas trop le maîtriser en fait. Les infections ne sont pas des pouvoirs, mais il y en a qui, il y en a qui peuvent être très utiles, mais c'est jamais vraiment des pouvoirs. Le personnage principal, du coup, son infection, c'est que lorsqu'il prend un coup. Je pense que je peux montrer une Tu peux poser ton micro si tu veux. Tac. Lorsque le personnage prend un coup, je sais pas si on le voit quelque part. Tac. Je vais mettre juste ici. Tu peux l'approcher de la caméra si tu veux pour le montrer. Ici, je sais pas si. Voilà. Et juste ici, lorsque le personnage prend un coup. Il y a des écailles en fait qui se mettent à apparaître et ça c'est un peu une sorte de représentation de la violence reçue qu'il absorbe en quelque sorte. Et pour le personnage pacifique qu'il est, ça ressort une personnalité qui est complètement contraire à sa philosophie. Du coup, vraiment, lorsqu'il absorbe cette violence, il a vraiment ce besoin, vraiment urgent, de la ressortir. De la décompression, ce qu'on appelle la décompression. C'est ça, de la ressortir, mais du coup de manière violente, en frappant quelque chose. Et du coup, ça fait de lui un peu un danger. Et il en a conscience d'ailleurs. Il en a très bien conscience parce que là, j'allais spoiler un truc. Je vais me calmer tout de suite. Mais oui, ça a posé quand même pas mal de problèmes. Et oui, il est très 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 conscient de ça. Et dans l'histoire, il y a d'autres choses qui vont s'ajouter, qui vont, qui vont vraiment rendre la maîtrise en fait de cette infection indispensable. Sinon, il peut vraiment devenir un danger. D'une très grosse échelle. Oui, parce qu'on va pas vous raconter tout, ceux qui connaissent, mais effectivement, il va rencontrer peut-être ce qu'on peut dire un artefact qui doit aussi apprendre à maîtriser, et tout ça combiné, c'est pas simple pour un jeune homme de son âge. C'est ça, il y a vraiment beaucoup de choses qui passent dans sa tête, et Tony, il aime bien, par moments, torturer ces personnages. Quel père indigne. Après, je sais pas si je dirais que dans toutes les histoires c'est comme ça, mais
la plupart du temps, c'est comme ça qu'on arrive à s'attacher au personnage et que vraiment on arrive à créer une histoire plus ou moins palpitante en quelque sorte. Oui, et puis le lecteur peut faire des parallèles aussi avec sa propre vie, ses propres difficultés. Parce que c'est vrai que c'est une sorte de métaphore, de parallèle. C'est ça. Qui a décidé que les infectés étaient nécessaires à Sifandir? Parce que comme le taux de Fantasia est en baisse continue au contact des humains, ça a un impact. C'est vrai qu'on avait dit comme quoi le Fantasia il était en baisse. Ça c'est comment dire? On sait plus dans Radiant en fait que c'est expliqué. C'est plus ou moins survolé dans Sifandir Chronicle, mais il est vrai que après les événements entre le tome 5 et 10, le Fantasia s'est amoindri, amoindri sur cette partie en fait du Pharénos. Et ce que j'ai compris, c'est la présence humaine qui avait provoqué ça. C'est ça, un peu. Plus tu as des humains, plus ils baissent. C'est ça. Et puis aussi, je pense que j'ai peur de dire n'importe quoi, mais aussi de leur utilisation en fait du Fantasia qui fait que ça l'a amoindri. Et du coup, les infectés sont tolérés, voire même acceptés et bienvenus, parce qu'il semblerait qu'ils stabilisent le tout, voire qu'ils produisent, non? Pas vraiment, non. Pour ce qui s'agit de Sifandir, vraiment, ça a toujours été une terre où, qui open, oui, voilà, accueillante. C'est ça, vraiment c'est quelque chose qui aussi va être développé sur Sifandir Chronicles dans les prochains volumes, mais dans un volume de Radiant, il est dit comme quoi il y a une époque où du coup pour les lords, les chevaliers sorciers qui cherchaient en fait des héritiers, ils les cherchaient du coup lors des rituels de contact avec des némésis. Lorsqu'on touche un némésis, on reçoit un choc qui est souvent mortel. Ah bon? Souvent mortel, oui. Et certains, il y a un petit pourcentage qui en ressortent et qui ressortent avec une infection. Oui. C'était le cas de Akil qui a dû rencontrer un némésis et a survécu à ce némésis et est ressorti avec du coup ses écailles sur son corps. Il a pris les caractéristiques? Non. Enfin, c'est des caractéristiques un peu aléatoires, on va dire ça. C'est pas vraiment en rapport avec le némésis touché, mais c'est une marque qui montre que cette personne-là a été en contact avec un némésis et du coup, il est capable de voir le Fantasia et avec les outils à plume pouvoir maîtriser, le contrôler, le façonner et tout ça. D'accord. Et vraiment, du coup, en Sifandir, il y avait ce rituel où un peu obligatoire où chaque enfant était, plus ou moins de 10 ans, était obligé de toucher un némésis et du coup pour devenir un infecté. Du coup c'est pour cette raison-là. C'est super dangereux. Les parents ils balisent, non? C'est la roulette russe ce truc-là. Alors moi je serais pas, je suis parent, ça me choque. C'est un peu ça, du coup c'est pour cette raison que ce rituel il a un peu disparu. Mais il y a une époque où vraiment c'était quelque chose de très répandu. Et tu nous apprends des trucs, hein. Ouais. Et on Sifandir Chronicle, du coup, vraiment c'est expliqué plus en détail et vraiment voilà. Ok. Dans Sifandir Chronicles, on entend souvent une interjection par Merlin. On entend parler de Merlin. Est-ce qu'il s'agit du Merlin arthurien dans cette histoire ou pas du tout? Du coup, Tony, il a tendance à intégrer des légendes qu'on connaît en fait de notre lore dans la vie réelle, mais il ajoute toujours un petit twist et en Sifandir, Merlin c'est vraiment une figure de je sais pas comment dire ça, vraiment c'est presque un dieu là dans cette c'est une figure mythique vraiment qui a existé, qui a la figure fondatrice de Sifandir, qui a protégé Sifandir, qui a instauré les valeurs en fait de Sifandir. Et dans dans les volumes entre le 5 et 10 on apprend
vraiment l'histoire aussi genre de Merlin, qui il était et compagnie. Mais comme je disais, il y a toujours un twist. Comment les habitants aussi créent en fait leur propre légende en quelque sorte. Oui, les légendes urbaines du coup. C'est ça. Mais comment dire, là c'est un peu plus comment dire ça, spécial on va dire. Oui. C'est ça. Mais je peux pas trop en dire. Mais après, comme on disait, on n'est pas obligé d'avoir lu Radiant pour lire Sifendir Chronicles. C'est ça. Lorsqu'on a déjà commencé, enfin c'est ce qu'on dit, c'est que lorsqu'on a déjà commencé par exemple les 3 premiers volumes, ou juste 2 volumes, ce qui serait bien, c'est d'aller jusqu'au 10 pour lire ensuite Sifendir Chronicles. Mais si oui, c'est la meilleure passerelle. C'est ça, histoire genre de vraiment avoir déjà toutes les clés de compréhension, enfin vraiment lire le manga à 100%, mais il est possible aussi de commencer qu'avec Sifendir Chronicles et comment dire, vraiment Tony Valente a vraiment essayé genre d'écrire ce bouquin, faire en sorte que ça soit que ça aliénise pas les personnes qui n'ont jamais lu Radiant, oui, c'est et ça. que ça puisse les accueillir, et c'est important entrer dans l'univers, et puis voilà, on découvre des personnages qui étaient déjà dans Radiant, mais d'une manière différente. Et d'une certaine manière, si on relit Radiant genre, du coup, juste après, parce que ça agira comme si c'était un préquel. Oui, c'est ça, un petit peu, on peut dire ça. Oui. Donc on verra genre, comment ce personnage-là est arrivé à cette version-là dans Sifendir Chronicles, quoi. D'accord. Donc il y a de quoi faire dans ce tome, ça marche même en fanfare entre le nouveau statut des apprentis chevaliers, les nouvelles némésis, une kyrielle de nouveaux personnages, ainsi qu'un cliffhanger de fin. C'est marche forcée pour le lecteur et pour l'auteur. Ouais, ça c'est clair, oui, il y a vraiment pas mal de choses qui se passent. Dans le tome 2, il y en a encore plus. Encore plus. Tu disais que tu avais bouclé, ça y est. C'est ça, oui. Il est parti il n'y a pas si longtemps chez l'imprimeur, et là il est prévu pour le 21 novembre 2025. Ah oui, donc très prochainement. C'est ça, très prochainement. Et donc tu n'as pas fini ta série de dédicaces et autres pour le tome 2, du coup, elle commencera à partir de novembre. C'est ça. Mais sinon, là, je finis la dernière, comment dire, le encore en quelque sorte pour le tome 1, quoi. Ouais. Et du coup, oui, genre vraiment en termes de contenu, enfin. Au départ, je trouvais qu'il n'y avait pas genre tant de personnages que ça, mais on m'a beaucoup dit comme quoi il y avait beaucoup de personnages. Ah, quand même. Avec tous les élèves déjà, qu'on découvre au fur et à mesure. Ouais. Quoique, il n'y a pas vraiment d'élèves nommés en quelque sorte dans ce volume-là. Par contre, dans le deuxième, là, ça sera autre chose. Du coup, ça reste. Et toi, ça va, tu t'y perds pas trop avec tous tes personnages ? Non, vraiment. Enfin, étant donné que moi, je m'occupe de toute la partie illustration et création graphique, c'est en partie moi qui m'occupe des designs des personnages. Et moi, ça a toujours été quelque chose qui me fait plaisir, genre de créer des personnages, d'inventer des histoires, développer leur caractère et compagnie, et ensuite confier ça à Tony qui, lui, les met dans la narration, genre dans l'univers. Et puis, du coup, non, il n'y a pas vraiment genre de difficulté, mais je pense que pour les dédicaces, ça risque d'être compliqué. Parce qu'il va falloir ça. Peut-être vous allez faire une sélection au préalable. Non. Si une personne me dit je veux ce personnage, je fais ce personnage. Pas d'hésitation. Non, je dois le faire. Et même s'il est compliqué, tu le feras. C'est ça. Ah, c'est sympa. C'est ça. C'est sympa. Est-ce que Akil peut développer des côtés sombres avec son infection en dehors de la décompression nécessaire dont on parlait auparavant ? Ou spoil ? Non, c'est pas vraiment un spoil parce que c'est en soi, c'est quelque chose qui est montré dans le manga, qui est développé un peu plus genre dans le tome 2. Mais oui, il y a vraiment, comment dire, il peut pas garder très longtemps la violence en fait qui l'absorbe. Mais ça change pas sa personnalité. Si, du coup. Momentanément, le temps de la décompression. C'est ça. Non, vraiment, c'est comme si dès qu'il prend un coup, et en fonction de l'intensité de ce coup, du coup, en fonction genre, de la quantité d'écailles qui est visible, vraiment, il voit de plus en plus rouge. Et c'est vraiment
de manière incontrôlable. D'accord. Et contrairement à ce que quelques personnes pensent, enfin quelques lecteurs pensent, ça n'augmente rien du tout, genre en capacité physique. Ah oui, d'accord. Il devient pas plus fort. C'est toujours le même enfant, mais c'est juste un enfant énervé qui a envie de frapper tout ce qui bouge. D'accord. C'est juste ça. Il y a d'autres... Enfin, non, j'allais encore spoiler. C'est normal, tu as envie de nous partager plein de choses. Mais c'est, comment dire, c'est dans d'autres situations où là, cette infection devient de plus en plus violente parce que elle prend vraiment de la place. Et comment dire, de dangerosité, quoi. Ouais, genre, ouais. Elle le domine. C'est ça, et vraiment genre des dégâts qu'il peut faire genre après, dans certaines situations. Ouais. Lui rend genre très 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 dangereux. Bah, il faut reconnaître pour ceux qui ont lu le tome 1 qu'effectivement il y a eu une confrontation assez costaud et que la nature a pris cher autour. Ça on le voit bien dans le tome 1 et on se rend compte de ses capacités hors normes. Ouais, ça c'est vraiment comment dire, cette partie-là de l'histoire, c'est une partie qui encore je n'ai pas vraiment partagé sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai posté beaucoup de planches du contenu du tome 1, sauf cette partie-là, parce que c'est vraiment l'élément marquant en fait du volume où vraiment comment dire, on s'attend pas vraiment, enfin on sait pas vraiment où est-ce que l'histoire elle va aller. On se dit ouais, ça va être une histoire, on va suivre des élèves et tout ça qui vont apprendre la magie et tout, mais il y a un petit truc que les lecteurs de Radiant savent et que du coup toutes les personnes qui ont découvert et qui m'ont dit comme quoi c'était leur moment préféré, genre vraiment ce moment-là, genre, pour l'instant c'est un secret gardé, mais lorsque le tome 2 il sortira, je pense que je commencerai à plus en parler. À plus en parler. C'est ça. Ouais. C'est ça. Cool. Tac. J'ai eu une petite frustration. Des planches pareilles, ça mérite au moins un format au-dessus. Non, franchement, j'avais juste envie d'étirer les pages. C'est tellement beau. C'est vrai que, comment dire, Ankama, chaque été pour la Japan Expo, produisent un magazine dans lequel ils font la promotion de leur prochaine sortie manga, du coup, qui s'appelle Ankama Manga. Et c'est un format, du coup, magazine. C'est plus grand que du A5, c'est un peu plus grand et tout. Et quand même, je me dis, ah oui, c'est vrai qu'un manga en grand format, ça pourrait être quand même pas mal. Il y en a plein comme ça. Tu sais, je sais plus quelles sont les tailles de format manga, mais par exemple, je te donne un exemple, Boshi the Rock, ou tu vois, She Wasn't a Guy, c'est cette taille-là. Je me dis, au moins cette taille-là, ça rendrait justice à tes dessins. C'est du A5, oui. A5. Voilà, A5, moi je trouve que ça rendrait au moins un peu plus justice à tes dessins, quoi. Il y a eu des séries chez Ankama en tout cas, qui ont été éditées en A5, notamment Tali, oui, la tout à Lune, fait. et super travail de Surya, et on le voit genre sur un grand format. Et on profite bien du coup. Et là très récemment, là il y a le tome 2 qui est sorti cette année de Run to Heaven. Run to Heaven, bien sûr. Ça, Run to Heaven, et c'est aussi en format A5 et je me dis, ça rend bien, mais mal, c'est carrément mieux. C'est quand même dommage, avec ce que tu offres comme détail de dessin, de pas mettre de plus grandes planches. Mais des fois, il faut que je fasse attention aussi sur la quantité de détails que je mets sur mes planches, parce que justement, lorsque c'est imprimé en format du coup de poche, il y a pas mal de ces détails qui sont moins visibles. Oui. Mais après, c'est pour des je sais pas moi, genre des expositions, genre ça reste toujours un plaisir genre de voir, parce qu'on travaille sur des grands formats. On travaille sur du B4, du coup un peu plus grand que du A4, entre le A4 et le A3, du coup c'est le double A4. Et oui, genre c'est assez grand, donc vraiment on peut s'attarder sur des détails et compagnie, mais qui sont pas forcément visibles lorsque c'est imprimé. Oui, c'est ça, c'est quand tu le vois en exposition, ça rend justice au dessin. Ça, mais là, j'avais envie d'ouvrir le manga. Allez. Est-ce que vous êtes parti pour plusieurs arcs avec Sifendir Chronicles ? On n'est pas parti sur plusieurs arcs, mais sur plusieurs volumes. En tout cas, c'est plusieurs volumes.
Plutôt une série courte. Au départ, oui, parce que c'est un spin-off du monde général de Radiant. C'est ça. On avait prévu de faire 3 volumes. Sauf que lorsqu'on a terminé le tome 1, on s'était dit comme quoi on n'a pas pu mettre tout ce qu'on voulait mettre dans ce volume-là. Du coup, ça ira peut-être un peu plus loin. D'accord. Peut-être en 4 volumes 4, 5 volumes. Ouais. 6. Ouais, ce serait cool. Moi, j'aime les choses paires, dans ma mangatech. Vous pouvez aller jusqu'à 6 au moins. On verra, vraiment, ça dépend juste du scénario de Tony. Et aussi, si moi, je rajoute pas trop de pages non plus. Oui, mais je comprends, en même temps, c'est inspirant, quoi. C'est ça. Genre vraiment faire en sorte de finir et de développer l'histoire Ouais, plutôt la finir genre dans un point où on se dit qu'on a vraiment tout dit ce qui voilà, que vous vous sentez bien, vous avez finalisé. Sans forcément aller sur 10 volumes, 20 volumes. Ça fait beaucoup là. ça commence à faire beaucoup. Mais après, vous pouvez faire un autre spin-off, vous pouvez faire d'autres choses tout autour. Il y a de quoi faire. On en parlait en off, on peut en parler de ce que tu me disais, que Tony aussi était sur double travail. Ah oui, du coup, j'ai parlé on parlait de Saint-Malo. Vas-y, je te laisse développer. Oui, parce que du coup, je parlais de Fabula Fantasia, qui a été annoncé en même temps que Sifonder Chronicle en 2022. Fabula Fantasia va bientôt arriver. Il n'y a pas encore de date de poser, mais lors du festival du Quai des Bulles à Saint-Malo, du coup on sera présent, Tony et moi, et pour les 20 ans dans Kama Édition, il y a une exposition qui est prévue qui va mettre en avant l'univers de Radiant, du coup leur série phare, et du coup il y aura aussi du Sifonder Chronicle. T'as choisi les planches ? Ouais. Ça y est. Enfin, il y a une sélection qui a été faite, et comment dire, c'est un peu, je sais lesquelles comment dire, sur lesquelles où je me suis mis un peu plus, j'ai mis un peu plus d'efforts dessus, notamment les doubles pages. Bah oui. Des pages pleines. On adore. Ça c'est clair. Et il y a aussi des pages de Fabula Fantasia qui seront disponibles. Ah oui, en avant-première. En avant-première là-bas. Génial. C'est ça. Donc c'est j'ai oublié les dates. Il me semble que c'est du 24 au 26. Novembre ? Octobre. Donc à la fin du mois. À la fin du mois. Je vous mets ça, on recheckera Je ne suis pas entre-temps. totalement sûr, mais en tout cas, c'est le dernier week-end d'octobre. Ouais, ok. D'accord. En tout cas, un grand merci à toi de m'avoir accordé cette interview. Je te souhaite une très bonne Paris Manga. Merci beaucoup. Ça y est, c'est la fin un petit peu d'un chapitre, et puis on enchaîne sur le tome 2. C'est la fin d'un tome. Voilà. On enchaîne sur le tome 2. C'est ça. Et puis donc bien intense, qui va nous donner des frissons, des émotions, des ascenseurs émotionnels. J'espère bien. C'est centré sur plus ou moins les dragons. Moi j'adore les dragons. Du coup, il y aura beaucoup de scènes aériennes et de dragons qui arrivent. Que tu avais déjà commencé un petit peu quand même dans le tome 1, un tout petit peu. Ouais, je te confirme. C'est vrai. Je sais plus. Sur la fin, ça fait longtemps là. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai que pour moi c'est tout frais. Mais comme évidemment, j'ai repéré le dragon, forcément, je l'ai suivi à la trace. Bon, c'est génial. Merci beaucoup. Et puis, on se voit très bientôt pour le tome 2. Merci.